Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler des contaminants finalement pour l'air comprimé respirable, leurs sources et puis les effets de ces contaminants-là sur les équipements de plongée qu'on utilise, autant pour la plongée autonome que pour la plongée non autonome avec les ombilicaux. Donc, évidemment, pour aller sous l'eau, ça nous prend une alimentation en air comprimé. D'ailleurs, cet air comprimé-là nous permet de respirer à la même pression que la pression où on se trouve et on sait que la pression augmente lorsqu'on descend sous l'eau à cause du poids de l'eau qui augmente. Donc, cet air comprimé-là qui nous permet de respirer sous l'eau, finalement, peut contenir des contaminants. Ces contaminants-là, on les a finalement, disons, mis dans notre appareil respiratoire lorsqu'on a carrément fait entrer l'air dans le compresseur. Donc, il peut y avoir des sources de contamination autour du compresseur qui vont vraiment faire augmenter la pression d'air dans les équipements respiratoires. Et puis, s'il y a des contaminants, dans les environs de la prise d'air du compresseur, ces contaminants-là vont se retrouver dans l'appareil respiratoire, ce qui n'est pas une bonne chose pour la santé, disons, du plongeur. Mais aussi, ça peut avoir des effets là, sur l'équipement de plongée comme tel, qui peuvent, évidemment, par la suite, entraîner des problèmes avec le plongeur. Si le plongeur, par exemple, a une panne d'alimentation en air, il va être obligé de remonter en surface. Et souvent, s'il y a des paliers de décompression à faire ou s'il remonte en état de panique, donc ça peut entraîner des blessures assez graves. Donc, les contaminants en question, souvent, nos compresseurs vont, quand on est, par exemple, sur un chantier où on pratique la plongée non autonome, c'est-à-dire avec une alimentation qui provient de la surface, ce qui va nous alimenter de la surface, souvent, ça va être un compresseur. Donc, ce compresseur-là, lui, va souvent être entraîné par un moteur à combustion interne. Et l'échappement de ce compresseur-là peut être aspiré dans la prise d'air du compresseur, ce qui va contaminer l'air avec du monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone, il y a une liaison 210 fois plus d'affinité avec l'hémoglobine des globules rouges que l'oxygène. Donc, ça peut avoir des graves conséquences aussi. Puis, c'est sûr que, par contre, le monoxyde de carbone n'a pas vraiment d'impact sur l'équipement de plongée. Par contre, il y a un autre endroit où on va, là, on parlait de prendre un contaminant, finalement, dans l'air ambiant. Mais il y a un autre endroit où on peut carrément aller chercher des contaminants. C'est avec le système de filtration, finalement, de l'air comprimé qu'on produit avec le compresseur. Donc, il peut y avoir, par exemple, beaucoup d'humidité qu'on va pomper puis qu'on va concentrer dans un volume plus petit parce qu'on augmente la pression d'un volume d'air, donc on réduit son volume. Et carrément, ça va venir concentrer, finalement, cette humidité-là dans l'air comprimé qu'on va envoyer vers le plongeur. Et là, il faut passer donc cet air qui a été comprimé-là, qui est chargé d'humidité, au travers des filtres qui vont débarrasser l'air de cette humidité-là. Mais par contre, si les filtres ne sont pas en bon état, il va y avoir beaucoup trop d'humidité qui va s'accumuler, disons, dans le boyau d'air qui va vers l'équipement respiratoire du plongeur. Et si on est dans des situations où la température est basse, par exemple, si on plonge en hiver, avec cette humidité-là, il peut y avoir formation de petits cristaux de glace. Et ces petits cristaux de glace-là vont voyager dans l'ombilical jusqu'au casque de plongée. Et là, au casque de plongée, l'air arrive dans un collecteur qui va distribuer l'air vers un détendeur à demande ou encore vers un diffuseur sur le hublot du casque. Donc, il y a plusieurs canalisations avec différentes soupapes aussi. Une soupape pour l'urgence, puis une soupape pour le débit continu là, qui va contrôler le débit d'air sur le diffuseur en avant du hublot. Et si jamais il y a une expansion d'air qui se fait qui est trop importante, il va y avoir un abaissement de la température et ça peut carrément bloquer l'alimentation en air du plongeur au casque. Donc, pour éviter ce genre de situation-là, souvent, le remède, en fait, pour éviter le gel de l'appareil respiratoire, c'est d'avoir une gaine, finalement, qui est alimentée en eau chaude, qui est produite par un chauffe-eau là, qui est en surface. Le plongeur aussi peut en profiter pour avoir de l'eau chaude dans son costume. Ça va lui permettre de rester plus longtemps sous l'eau. Un autre problème qui peut arriver aussi, c'est que dans les médiums absorbants qu'on a justement pour ramasser les aérosols,
Et puis les vapeurs, on a du charbon de bois. Donc, il peut arriver aussi que si le filtre est trop vieux, qu'il y ait des particules de charbon de bois qui se ramassent encore une fois dans l'ombilical et qui vont jusqu'au casque, qui produisent à peu près les mêmes effets, c'est-à-dire un dysfonctionnement de l'appareil respiratoire. Donc ça, c'est pour la plongée en scaphandre non autonome avec alimentation de surface, mais aussi on peut utiliser des bonbonnes, des bouteilles, OK, avec lesquelles on va comprimer une réserve d'air qui va nous permettre de passer plusieurs minutes sous l'eau. C'est peut-être une durée de plongée moins importante que le plongeur avec alimentation de surface parce que lui, il y a de l'air à volonté, là. Mais par contre, il peut y avoir des contaminants, même si la plongée dure moins longtemps, il peut y avoir des contaminants qui se ramassent dans la bouteille et qui vont aussi là, sur l'appareil respiratoire. Donc, c'est tout ça finalement pour dire qu'il est très important là, de bien entretenir ces équipements de plongée, puis les équipements de production d'air comprimé respirable, parce que ça peut provoquer des accidents. C'est tout. Merci de votre écoute.